Il me reste un quart d'heure, donc je vais vous parler un petit peu des autres classes pharmacologiques, mais vous allez voir les similitudes. Là, j'ai décidé d'attaquer le problème d'une autre façon. Je ne souhaite pas forcément agir en amont de cette voie de signalisation. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'agir en aval. Je me dis, c'est plus malin d'aller agir directement au niveau du récepteur qui entraîne les effets délétères, parce que si j'agis en amont, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Peut-être que là-dedans, dans cette transformation d'angiotensine 1 en angiotensine 2 ou dans tous les autres effets, il y a des effets favorables. Et certains avaient dit même, ah oui, mais attendez, AT2, peut-être que c'est protecteur. Peut-être que l'activation des récepteurs AT2, c'est protecteur. En tout cas, dans le développement embryonnaire et fœtal, l'activation des récepteurs AT2, c'est protecteur. Donc, on a dit, 10 ans plus tard, essayons de bloquer le plus en aval possible, et là, on sera bien meilleur. Donc, on a inventé les artans, et le chef de file s'est appelé losartan. Et on s'est dit, avec ça, eh bien, on va éviter des courts-circuits. Par exemple, l'enzyme de conversion qui bloque l'angiotensine 1 en angiotensine 2 n'est qu'une des enzymes. Il existe d'autres enzymes, par exemple la chymase. Ces chimases, si vous bloquez l'enzyme de conversion, elle continue à être active et vous avez quand même un peu de fabrication d'angiotensine 2. Et puis surtout, la kininase de type 2, c'est la même chose que l'enzyme de conversion. Ce sont deux endopeptidases à zinc. Et qu'est-ce que c'est que la kininase de type 2 ? Eh bien, c'est une enzyme qui dégrade la bradykinine. Donc quand vous bloquez l'enzyme de conversion, je vous le dis vite parce qu'on y reviendra en détail. Hein, ça, c'est vraiment considéré qu'à partir de maintenant, si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est ça le transversal que je voulais vous raconter. Tout le reste, on va le reprendre. Mais là, ça vous permet de comparer les classes médicamenteuses. Cette kininase, c'est la même chose que l'enzyme de conversion. Si je bloque l'enzyme de conversion, très bien, je vais bloquer la production d'angiotensine 2, mais aussi, je vais bloquer la dégradation de la bradykinine. Cette bradykinine, c'est une substance qui est libérée au moment de réaction allergique. Vous avez entendu parler des œdèmes de Quincke. Vous vous souvenez, c'est ce que je vous montrais dans les diapositives précédentes, on y reviendra. Eh bien, si j'ai en face de moi quelqu'un d'allergique qui reçoit un IEC, le jour où il va faire un accident allergique et libérer sa bradykinine, au lieu de dégrader sa bradykinine très rapidement et d'avoir un épisode rapidement résolutif, son épisode va être prolongé. Et il risque de s'aggraver. Donc, peut-être que si j'agis beaucoup plus en aval, je serai beaucoup plus efficace. Donc, avantage, éviter de bloquer la dégradation de la bradykinine, bloquer en aval des chimases cardiaques qui pourraient représenter une voie de synthèse de angiotensine 2 différente de celle médiée par le CA. Voilà ce que je vous racontais sur le récepteur AT2, colonne de droite, très intéressant dans le développement fœtal. Et puis, là, on est un petit peu dans... vous savez, il y a toujours, dans l'enseignement, il y a toujours plusieurs paliers. Il y a le palier de connaissances indispensables, il y a le palier de connaissances explicatives et nécessaires, et puis il y a un troisième palier qui est un palier d'illustration. Là, on est plutôt dans un palier d'illustration. Vous pouvez réfléchir. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Vous dites, qu'est-ce qui se passe ? En physiologie, le système est drôlement bien fait. L'angiotensinogène donne l'angiotensine 1 qui donne l'angiotensine 2. Mais il existe des récepteurs. Je vous les ai dit, AT1 de l'angiotensine 2 sur l'appareil juxtaglomérulaire qui vont contrôler la libération de rénine. Si je fabrique trop d'angiotensine 2, rétrocontrôle négatif, on diminue la libération de rénine. Parfait. Donc on diminue la fabrication d'angiotensine 1. Le système se régule très bien tout seul comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je bloque mes récepteurs AT1 de l'angiotensine 2 avec un ARA2 ? Je vais augmenter la production de rénine, puisqu'il ne recevra plus mon signal de rétrocontrôle. Donc je vais augmenter ma production d'angiotensine 1. Très bien.
Mais je vais aussi augmenter la production d'angiotensine 2 parce que j'utilise un ARA2, je n'utilise pas un IEC. Donc cette étape-là n'est pas bloquée. Et je vais activer mes récepteurs AT1. Mais ce n'est pas grave, puisqu'ils sont bloqués. Ils sont bloqués justement par mon médicament là. En revanche, cette augmentation de la production d'angiotensine 2 va peut-être activer les récepteurs AT2. Et pendant longtemps, on a dit « Ah ben c'est probablement bon, parce que c'est bien d'être AT1 antagoniste, AT2 stimulant. » Et finalement, les ARA2 spécifiques, c'est un peu ce qu'ils font. Et puis d'autres ont dit « Ah oui, mais attendez, s'il y a d'autres récepteurs qui sont activés par des récepteurs qui ne sont pas AT1, mais qui sont délétères, je cours à la catastrophe. » Voilà. La pharmacologie, la médecine, la thérapeutique, c'est une science évolutive. On ne sait pas tout au départ. Quand le médicament est mis sur le marché, on en sait beaucoup. Et là, l'exemple que je vous donne ici, ARA2, chef de file losartan, L-O-S-A-R-T-A-N, Lo, suffixe zartan, les autres c'est Irbé, Epro, Telmi, tout ça zartan. Quand le médicament est passé à la commission d'AMM, il y avait 100 articles scientifiques publiés sur ce médicament. Donc vous voyez que c'était une énorme masse de connaissances. Tout ça pour vous rassurer, puisqu'on vit quand même dans un monde où le médicament est attaqué de toutes parts. Malheureusement, il y a des gros ratés. Mais le plus souvent, c'est très codifié. Alors, on va revenir exactement au même intérêt, hein, c'est-à-dire que c'est bien de bloquer les récepteurs AT1 parce qu'on va bloquer la croissance cellulaire, le stress oxydant, la fibrose. Et puis peut-être que si jamais ces récepteurs AT2 sont stimulés, parce que j'aurais décidé d'agir en aval, c'est peut-être intéressant puisqu'on sait que ces récepteurs AT2, ils interviennent dans l'inhibition de la croissance cellulaire, dans la promotion de la différenciation cellulaire, dans l'apoptose. Peut-être que je vais être plus efficace. Je vous rassure tout de suite, on n'a jamais réussi à démontrer qu'avec les ARA2, on était plus efficace qu'avec les IEC. Ils se partageaient les rôles. Caractéristiques des premiers ARA2 commercialisés. Chef de file losartan, les molécules ne se ressemblent pas du tout. Presque tous les ARA2 ont une forte spécificité pour les récepteurs AT1. Vous voyez, il y a 10 000 fois plus de spécificité que pour les récepteurs AT2. Donc c'est une bonne illustration des cours que vous avez eus sur les courbes dose-réponse, spécificité, sélectivité, agonisme, antagonisme, antagonisme plein, antagonisme partiel, etc. Ils ont une petite caractéristique, ils exercent ce qu'on appelle un antagonisme insurmontable. Qu'est-ce que c'est qu'un antagonisme insurmontable? C'est un antagonisme qui est irréversible en présence d'angiotensine 2. En fait, c'est jamais vraiment irréversible. Ce qu'on dit irréversible, c'est que c'est un antagonisme qui est compétitif. Un antagonisme compétitif, c'est un antagonisme qui est réversible. Vous augmentez considérablement les concentrations d'angiotensine 2, vous déplacez la molécule d'antagoniste. Mais en fait, sa constante de dissociation est tellement lente, elle est tellement basse, sa vitesse de dissociation, si vous voulez, est tellement lente que c'est un peu comme si c'était irréversible. Ou en tout cas, c'est lentement réversible. Voilà ce que c'est qu'un antagonisme insurmontable. Vous avez eu ces notions déjà dans d'autres cours. Un petit exemple pour vous montrer les progrès. Et puis, ça sera ma dernière diapositive pour vous laisser à l'heure. Vous retrouverez tout le reste sur les cours et on en reparlera après. Un petit exemple, ce que je vous disais tout à l'heure. On fait les progrès. Losartan, AMM, qu'est-ce qu'on avait dit? 95, quelque chose comme ça. Oui, 95-97. Il a un métabolite actif, le XP. Ah, ça veut dire que quand on dose le losartan dans le sang, on ne va pas doser tout ce qui est encore capable d'agir. Bon, la biodisponibilité, 30-40%. Maintenant, vous êtes devenu exigeant. Vous dites, attendez, on voudrait 80. La demi-vie d'élimination, 2 heures. Vous avez compris que c'est peu. Mais le métabolite a entre 6 et 9 heures.
C'est pas mal. On se rapproche. Et puis la posologie, elle est entre 50 et 100 mg. Donc petite histoire, le médicament était commercialisé en France en monothérapie, première intention, dans l'hypertension artérielle, dose US 50 mg. Et puis tous les médecins, on s'est rendu compte que c'était pas assez. Et on a tous prescrit 100 mg. Voilà, comme quoi la pratique peut changer ce qui a été décidé par les autorités de santé. Et puis on a eu en énième l'irbésartan. Alors je ne sais pas si c'est le deuxième commercialisé ou si c'est le troisième, peu importe. Il a été très rapidement commercialisé après le losartan. Il n'a pas de métabolite actif, sa biodisponibilité est excellente, 60-80%. Sa demi-vie d'élimination est longue, ça veut dire qu'avec un seul comprimé par jour, vous allez agir sur l'ensemble des 24 heures. Et la posologie, elle est un peu plus élevée. Quelle importance? Ça veut juste dire que les CI50 pour les récepteurs ATE2 sont un petit peu différentes. Mais un dernier point. Quand vous devez prendre un comprimé tous les jours, vous prenez tous du paracétamol quand vous avez mal à la tête. Hein? Vous prenez 500 mg ou vous prenez 1 gramme. D'accord? C'est gros 1 gramme. Quand vous êtes un allergique et que vous prenez tous les jours de la desloratadine ou un autre anti-allergique, vous prenez 5 mg ou 10 mg. C'est petit. C'est tellement plus confortable d'aller prendre un tout petit comprimé que d'aller prendre un gros comprimé. Mais là, il n'y a pas une grosse différence. Entre 50, 100 mg, 100, 200 mg, ce sont vraiment des petits comprimés qui s'avalent vite, facilement, c'est relativement confortable et qui sont compatibles avec un traitement de longue durée. Si vous deviez traiter un hypertendu avec des comprimés à 1 gramme tous les jours, je peux vous assurer que l'observance serait bien moindre. Donc vous voyez, j'interviens à quantité de petits niveaux pour vous montrer qu'en pharmacologie, il y a quantité d'aspects pratiques dans le développement du médicament. Là, j'espère vous avoir montré que dans les grands systèmes, cette UE2 est transversale et dans les grands systèmes, on peut agir à quantité de niveaux et que quand vous écouterez le détail de chacune de ces classes, la prochaine fois, vous aurez gardé ces notions-là. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Alors, on fait fin ou on fait...